Au sommaire de cette édition, le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation après une tournure violente ce lundi avec la dispersion par la force du sit-in des manifestants. Amnesty International a publié les conclusions d'une enquête sur la situation humanitaire au Nigeria. L'ONG dénonce les multiples entraves aux droits des populations. Et puis, un an après l'éruption mortelle du volcan Fuego au Guatemala, les survivants ayant perdu des proches peinent à faire leur deuil. Nous sommes lundi et c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous. Le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan et la contestation a pris une tournure violente ce lundi, et ce, avec la dispersion par la force du sit-in des manifestants à Khartoum. Les militaires à la tête du Soudan ont commencé ce lundi à procéder à la dispersion du sit-in qui se tient depuis des semaines devant leur QG à Khartoum. Face à l'opération des militaires, les manifestants qui réclament depuis des semaines un transfert du pouvoir aux civils ont mis le feu à des pneus et érigé des petits murets avec des briques sur des routes accédant au lieu du sit-in ainsi que sur d'autres axes de la capitale. Selon le comité central des médecins soudanais proche du mouvement de contestation, les forces de l'ordre ont tiré dans l'hôpital Shark al-Nil et empêchent l'accès au Royal Care, un autre établissement hospitalier de la capitale. Le comité central des médecins soudanais a fait état de plusieurs morts, des martyrs tués sous les balles du conseil militaire. Il a par ailleurs indiqué avoir enregistré un nombre important de blessés graves ayant nécessité des interventions chirurgicales et le placement en soins intensifs. Fer de lance de la contestation dont fait partie la SPA, l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, a appelé à l'intervention urgente d'organisations humanitaires citant la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et Médecins sans frontières. Elle a également appelé, dans un communiqué, à des marches pacifiques et des cortèges dans les quartiers, les villes, les villages et à renverser le conseil militaire. Les relations entre les deux camps se sont tendues à la suite de l'échec le mois dernier des négociations, suivi de mise en garde du conseil militaire qui dirige le pays depuis le 11 avril, date de la destitution sous la pression populaire du président Omar el-Béchir. En Algérie, le Conseil constitutionnel a jugé la présidentielle du 4 juillet prochain impossible à organiser. Une décision consécutive au rejet des deux seules candidatures en lice. Le reportage pour plus de précision. Véritable coup de tonnerre, mais favorablement accueilli par la masse populaire algérienne. Le Conseil constitutionnel a rejeté les deux dossiers de candidature déposés et annoncé par conséquent l'impossibilité de tenir la présidentielle le 4 juillet. Une décision qui, pour le grand nombre, tombe à pic. En effet, la date du 4 juillet était préalablement rejetée par ceux qui manifestent chaque semaine, mais aussi par la société civile et un nombre important de personnalités politiques. Pour ces différentes composantes de la société algérienne, la dite date n'inspirait pas confiance. Les manifestants, par exemple, réclamaient des garanties de transparence et s'inquiétaient que ce soit ceux qui étaient proches d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, qui organise ce scrutin. Le report ainsi confirmé, aucune nouvelle date n'a cependant été retenue. Le mandat d'Abdelkader Ben Salah, président par intérim, prend fin dans un mois, soit début juillet. Le Conseil constitutionnel explique dans son communiqué que c'est à lui de parachever désormais le processus électoral jusqu'à ce qu'une élection ait lieu. Il se peut donc qu'Abdelkader Ben Salah reste en pause plus longtemps que la période d'intérim initialement prévue après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Sans conteste, l'Algérie entre de fait dans une période qui n'est pas prévue par la Constitution. Il faudra donc s'attendre à de nouvelles annonces politiques dans les tout prochains jours. Amnesty International a publié les conclusions d'une enquête sur la situation humanitaire au Nigeria. L'ONG dénonce le maintien de la peine de mort. Les peines de mort prononcées au Nigeria augmentent au moment où plusieurs pays d'Afrique subsaharienne font au contraire des efforts pour l'abolir, affirme Issa Sanusi, porte-parole d'Amnesty International au Nigeria. Bien que la sentence soit rarement exécutée,
Issa Sanoussi déplore que des milliers de personnes soient dans le couloir de la mort dans ce pays. Amnesty souligne que la situation des droits de l'homme au Nigeria est horrible. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme note que des cas de violation que sont la torture et les exécutions extrajudiciaires sont enregistrés tous les jours en raison notamment de l'insécurité. Amnesty révèle en outre que les responsables de ces actes se retrouvent aussi bien parmi les officiels qu'au sein des différents groupes armés. L'enquête réalisée par Amnesty International accuse le gouvernement d'être le principal responsable de la détérioration de la situation sur le territoire. L'ONG se dit tout de même confiante quant à la volonté des autorités de travailler pour réduire les cas d'exactions commises à travers le pays. Hors du continent africain, au Guatemala, l'éruption mortelle du volcan Fuego a causé la mort tragique de plusieurs personnes. Un an après ce drame, les survivants ayant perdu des proches peinent à faire leur deuil. Toute ma famille, mes enfants ont été ensevelis sous terre, sous toutes ces tonnes, enterrés avec tout. Et la maison de ma mère, ça me fait mal de repenser à tout ça, parce que je l'ai vécu moi-même. Nous avons besoin d'eux pour nous envoyer des machines pour pouvoir déterrer notre famille, parce que je suis toujours là pour ma fille, mon petit-fils, mes sœurs et mes neveux qui sont toujours portés disparus. Je suis seulement venu pour pleurer, parce que ça m'a bouleversé de voir que tout était fini. Ma famille, ma femme, mon bébé, mes beaux-frères, ils ont tous été ensevelis. En France, le patron de Vaugirard a annoncé ce dimanche sa démission de la présidence des Républicains. Cette annonce intervient une semaine après la déroute historique du parti obtenue aux élections européennes. Plus de précisions à travers ce reportage. La pression était devenue intenable. Une semaine après la déroute historique des Républicains aux élections européennes, 8,48%, Laurent Wauquiez a finalement annoncé qu'il quittait la présidence du parti. Au fond, pour le dire assez simplement, les victoires sont collectives et les échecs sont solitaires. C'est comme ça. Il faut que je prenne mes responsabilités, a-t-il expliqué sur le plateau de 20h de TF1 avant d'officialiser une décision mûrement réfléchie et indispensable selon lui. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de ma fonction de président des Républicains, a-t-il tranché, assurant qu'il ne ressentait pas la moindre amertume ni la moindre aigreur. Le démissionnaire a souligné éviter le risque d'une guerre des chefs qui se profile selon lui à droite. Je ne veux pas être un obstacle à aucun prix. Je veux que la droite se reconstruise, a-t-il poursuivi avant de confier cette remise en question et s'être interrogé sur l'écart entre ce qu'il est et l'image qui est donnée de sa personne. Sans doute, parfois, je suis trop dur. Au fond de moi, ce n'est pas de la dureté, mais de la détermination, a-t-il martelé, avant de glisser qu'il allait désormais se consacrer à son mandat de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mandat de Wauquiez à la tête du parti aura duré moins d'1 an et demi. Allons cette fois-ci en Allemagne où la chancelière Angela Merkel assure que son gouvernement continuera son travail et ce, malgré la démission de la chef de ses partenaires sociaux-démocrates qui a mis un peu plus en péril une coalition fragilisée par les européennes. Affectée par les derniers événements politiques, la chancelière allemande refuse toutefois de se laisser abattre. Elle continue de jouer les premiers rôles et de se montrer conquérante. Ce que je veux dire au nom du gouvernement, c'est que nous allons continuer notre travail avec tout notre sérieux et surtout notre sens de responsabilité, a insisté Angela Merkel lors d'une brève allocution en marge d'une réunion de son parti à Berlin. Avant elle, sa dauphine présumée et dirigeante de l'Union chrétienne-démocrate, CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, avait martelé le même message. Angela Merkel a toujours affirmé vouloir achever son 4e mandat comme prévu en 2021
parvenant ainsi, malgré la multiplication des crises gouvernementales depuis un an, à préserver au pouvoir une coalition SPD et CDU impopulaire. La chef des sociodémocrates, Andrea Nales, qui a entre-temps annoncé sa démission, cristallisait les critiques internes depuis la gifle historique que son parti a connue aux européennes, seulement 15,8% des votes. Le départ d'Andrea Nales, soutien de taille, malmené depuis sa prise de fonction il y a un an par des frondeurs partisans d'un passage à l'opposition, pourrait donc accélérer par effet domino la décomposition du gouvernement de la chancelière. Place à présent à la revue de presse Afrique. Tout un plaisir de vous présenter la une des canards parue ce jour sur le continent africain. Bonjour. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina seront parcourus dans ce numéro. Ouvrons le bal avec la Côte d'Ivoire où le quotidien Le Jour affiche à sa une « Adhésion au RHDP, il est temps d'oser le changement ». Des propos de Jeannot Ahoussou. Mais le nouveau réveil reprend les propos de Bédié à l'endroit des populations de Daoukro. Tournons la page Ahoussou, place aux courageux, intègres et vaillants militants. Conférence de presse, Faya crache du feu. Soro n'est rien du tout dans ce pays. Peut-on lire à la une du quotidien ivoirien Essor. À la une de l'essentiel, bi-hebdomadaire du Cameroun, on peut lire « Catastrophe, une nuit d'horreur à la Sonapra ». Ce même journal nous informe que dans le cadre de la présidentielle 2018, Camto est appelé à fournir des preuves à l'Union africaine. Sonapra en feu, une action terroriste, s'interroge Info Matin. À la voix du centre de s'interroger à son tour, qui a donc brûlé la Sonapra ? Les sécessionnistes revendiquent, le gouvernement conteste. Se laisse lire à la première page de Défi actuel, Finances publiques, le budget 2019 passe de 4 milliards 850 à 5 milliards 212. Du côté du Sénégal, c'est Sud Quotidien qui nous informe sur la participation au dialogue national, l'opposition dans tous ses éclats. Pendant ce temps, l'AS s'intéresse à une discorde et met à sa une Abdoulaye Diouf Sarr, recadre le leader de PASTEF, Sonko fait preuve d'infantilisme et d'immaturité. Quant au Soleil, il lève un coin de voile d'un entretien exclusif. Le chef de la police parle. Le quotidien L'Express du Faso se penche sur la présidentielle 2020. À CDP, les premiers critères de Blaise éliminent Cadré. Toujours au Burkina Faso, le quotidien met à sa une l'Alliance Police Nationale à propos de la crise au sein de la police. Les policiers se sentent abandonnés. Et voilà qui vient mettre un terme à cette revue africaine. Merci pour votre aimable attention. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.